Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute du 10e volet de Fréquence Orage d'Acier. Au micro, Monsieur K, accompagné de Julien Dodéa, afin de nous entretenir sur les grands projets infrastructurels qui défigurent la France et parfois au-delà. Nous allons aborder ces grands projets inutiles, puisqu'il s'agit aussi bien de lignes de chemin de fer, d'autoroutes, d'aéroports, de lignes à haute tension, ou encore de barrages. Toutes choses qui, nous allons voir au cours de cette émission, compromettent les équilibres naturels, défigurent les paysages et très souvent aussi enclavent des zones entières lorsqu'il s'agit d'infrastructures de transport, elles raccourcissent les distances d'une certaine façon en compressant le temps et elles marginalisent par là même de très grandes portions du territoire. Alors Julien, qu'est-ce qu'on peut dire de ces très grands projets inutiles ? Il y en a énormément en fait sur tout le territoire français. Le point commun de ces projets, c'est qu'ils prennent une emprise sur la nature au profit du capital et au profit d'une société de croissance. Le deuxième point commun, c'est qu'ils sont combattus par toute une frange de l'extrême gauche. Ceci s'explique par plusieurs raisons. C'est qu'ils sont très au fait des luttes anticapitalistes, d'une part, et d'autre part, ce sont des mouvements qui sont composés en bonne partie de marginaux. Ce n'est pas un terme péjoratif dans ma bouche, mais c'est un fait. Il faut être marginal pour pouvoir passer plusieurs mois dans les forêts de Notre-Dame-des-Landes ou au barrage de Sivins pour occuper le territoire et pour empêcher les bulldozers d'entrer en action. Ceci dit, c'est un combat pour la défense du territoire, de la nature, contre la défiguration des territoires et contre la marchandisation du réel, du vivant. Tout à fait. En effet, on peut dire que c'est un combat écologiste authentique qui vise là, une fois de plus, non pas à changer le monde, mais à le préserver. Et donc il s'agit évidemment pour les militants de la révolution conservatrice de se sentir tout à fait concernés par ces combats. Nous ne critiquons pas du tout la légitimité de ces combats. Nous allons aborder tout à l'heure les conditions dans lesquelles il est possible d'y prendre part. Albert Camus disait « Il ne s'agit plus de changer le monde, il s'agit de le sauver ». Le sauver justement contre cette offensive générale du capitalisme qui aujourd'hui a pris la forme du monde tout entier. Ces grands projets d'infrastructure, que ce soit des routes, des chemins de fer, des centrales nucléaires, des barrages ou encore des lignes à très haute tension, qui d'ailleurs se moquent allègrement des frontières. La France se flatte d'exporter son énergie électrique d'origine nucléaire. Alors qu'elle en importe en période d'hiver, parce que justement la ressource de l'électricité nucléaire est très difficile à moduler. Donc on la vend quand on en a trop et on est obligé d'en acheter à l'Allemagne en particulier, qui la produit avec des centrales alimentées à la lignite, qui est un charbon extrêmement polluant. Oui, on l'a vu d'ailleurs cette année, puisqu'on a eu des grands nuages de pollution qui avaient recouvert jusqu'à la région parisienne. Pendant plusieurs jours, la qualité de l'air en était très gravement compromise. La qualité de vie, j'en parle même pas. Et c'est pas la faute des véhicules anciens, c'est absurde. Bien sûr, il s'agit bien sûr là du modèle de développement capitaliste hanté sur une consommation d'énergie absolument faramineuse qui nécessite également des infrastructures de ce type pour pouvoir fonctionner. Le capitalisme est devenu très largement territorial dans ce sens que c'est l'ensemble de l'espace qui est aujourd'hui ordonné aux intérêts financiers et c'est l'ensemble de l'espace qui a été conquis par ces logiques de rentabilité et c'est l'espace tout entier, c'est le territoire tout entier qui est colonisé par ces grandes infrastructures. On peut penser à un pont comme le viaduc de Millau. On peut penser également toutes les infrastructures électriques qui défigurent très largement le paysage, mais qui sont une absolue nécessité pour le capitalisme dans son fonctionnement concret d'aujourd'hui. On va rentrer maintenant dans le détail de ces projets. On peut peut-être commencer par le plus important d'entre eux, celui qui a la plus grande notoriété médiatique, Notre-Dame-des-Landes. Julien. Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui est très ancien, puisqu'en fait, il remonte déjà aux années 60, de faire un grand aéroport pour l'ouest de la France, alors que l'aéroport existant, qui s'appelle Nantes-Loire-Atlantique ou quelque chose comme ça, est exploité, même pas à la moitié. Il est démesuré par rapport, par exemple, à l'aéroport de Londres ou d'autres aéroports. Et on peut encore largement exploiter l'aéroport de Nantes plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc même d'un point de vue
de rentabilité, ce projet ne peut pas se défendre. Mais en fait, on peut gagner de l'argent en construisant Notre-Dame-des-Landes, mais ce sera uniquement de l'argent public qui va aller dans la poche des grands groupes. Des grands groupes d'équipementiers du type Colas, Bouygues, Vinci. Vinci en particulier. Là, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Donc la lutte est très ancienne parce que le projet est très ancien. On en a un peu entendu parler en 2012 parce qu'il a essayé d'être réactivé. Ensuite, on a tous suivi les violents heurts entre la police et cette espèce de punk à chien au milieu des bois. Oui, il faut dire qu'il y avait des scènes un peu rocambolesques, en effet, de gens qui sont en fait des techos, des espèces de post-punk, qui sont à la fois, qui sont à la marge de différentes scènes musicales, mais qui, en effet, dépareillaient gravement à côté des paysans du cru qui s'étaient soulevés contre le projet de Jean-Marc Ayrault, qui à l'époque était Premier ministre et qui, je crois, a retrouvé une nouvelle jeunesse parce que, justement, celui qui pouvait porter ce projet à son terme était au sommet de la pyramide administrative, tout simplement. Tout à fait, oui, c'est lui, en fait, c'est précisément Jean-Marc Ayrault qui a permis de remettre sur pied ce projet. Sur la question de la lutte, la gauche radicale est très bonne là-dessus, alors, avec des groupes constitués qui ont des rôles différents. Vous avez d'abord les clowns, qui sont là pour détendre l'atmosphère, ou en tout cas pour se poser en position pacifiste ou de victime. Les clowns ne sont jamais violents. Mais en fait, ils ne sont pas violents parce qu'ils ne doivent pas être violents pour l'efficacité de la lutte. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec en procès des clowns qui se sont maquillés et qui sont présentés devant les policiers. Et ensuite peuvent arriver derrière des groupes extrêmement organisés. Et c'est par ces méthodes-là qu'ils peuvent faire pression sur la police. Pour prolonger donc l'occupation et donc repousser à plus tard la réalisation du projet. Parce que c'est souvent des luttes de retard, en fait. On fait prendre du retard au projet dans l'espoir aussi peut-être qu'il perde de sa rentabilité et qu'il perde peut-être la faveur des autorités qui l'ont initié. Oui, parce qu'on joue la montre sur différents tableaux, à la fois sur le territoire en lui-même, mais en même temps sur l'impact médiatique. Et c'est là où les clowns sont extrêmement importants, et c'est là où ils peuvent espérer avoir des soutiens médiatiques ou d'hommes politiques au-delà de leur sphère restreinte. Et la sympathie de l'opinion. Au moment de Notre-Dame-des-Landes, on a assisté à l'émergence d'une ligne anticapitaliste assez claire qui a pu être vue par l'opinion à ce moment-là. C'était au moment de la mobilisation de la manifestation pour tous contre la loi Taubira. Nous avions, je crois, quelques-uns dans ces manifestations, Julien, vous vous en souvenez sans doute, essayé de lancer des slogans, justement, de jonction avec Notre-Dame-des-Landes. Je me souviens que nous crions Notre-Dame-des-Landes face aux CRS et aux gendarmes lorsqu'il y a eu des affrontements. C'est le genre de choses qu'ils n'apprécient pas, parce que ce sont de mauvais souvenirs pour eux. Absolument. Et surtout, on avait vu une violence policière se déployer assez librement dans les rues de Paris contre les gentils manifestants de la Manif pour tous, alors qu'ils prenaient de sérieux revers dans le maquis nantais. Nous avons surtout, à cette époque-là, aussi tenté de faire prendre conscience au public de la Manif pour tous qu'il y avait une très grande cohérence, en fait. Il y avait une unité de combat entre ceux qui se battaient contre la construction d'un aéroport inutile dans le bocage breton et ceux qui se battaient contre la marchandisation du corps des femmes. La GPA, qui, nous le savions déjà à l'époque, était contenue implicitement dans le projet de la loi Taubira de pseudo-mariage des personnes de même sexe. Il y a une très grande cohérence entre ces deux combats, puisque, justement, la soumission de l'ensemble du territoire aux logiques du profit, ainsi que la mise sur le marché du corps de la femme, relèvent tous les deux d'une logique capitaliste. Il y avait bien donc un seul ennemi à combattre sur deux théâtres d'opération différents, mais qui étaient tous les deux unis par la même logique capitaliste. Nous avions essayé de faire comprendre aux gens de la manifestation pour tous que nous n'étions pas opposés à une dictature socialiste, comme on l'entend décrire dans les cortèges, mais véritablement à une dictature libérale, qui ne considère aucune limite d'aucune sorte, qui arraisonne le monde tout entier, comme disait Heidegger, qu'il s'agisse du corps humain ou de la nature sauvage. Le barrage de Sivins, pour rappeler à nos auditeurs, le barrage était prévu pour, en gros, relancer une activité économique agricole dans la région, afin de pouvoir produire de l'activité agricole dans les alentours du barrage de Sivins. Il s'agissait d'ailleurs de quelques exploitations agricoles seulement. On allait donc mettre en danger l'équilibre environnemental des zones humides dans l'environnement de Sivins pour un demi-point de croissance départementale. Il s'agissait à peu près de cela.
On a entendu certaines voix de Europe Écologie Les Verts s'élever au moment de Sivens, en défense des manifestants et contre le barrage. Mais on voit bien que même lorsque les écologistes prennent part à ces combats, ils le font de manière très confuse, parce qu'ils ont une philosophie politique et une philosophie de la nature qui est entièrement erronée. Ils ont une approche qui fait de la nature une espèce de stock de ressources naturelles qu'il s'agit de gérer. Or, par cette seule vision philosophique, finalement, ils réduisent la nature à un stock, et ce faisant, ils adoptent un point de vue typiquement capitaliste. Et c'est de cette façon que là, on voit que des deux côtés en fait des barricades, c'est la même philosophie qui est à l'œuvre. C'est une philosophie qui considère toute chose finalement comme de la ressource, corvéable, modifiable, transformable, exploitable, gérable ou préservable à souhait. Mais c'est toujours en fait un désaccord sur le degré de gestion de telle ou telle ressource, et il n'y a pas finalement une rupture avec la logique capitaliste, même parmi les opposants à ces grands projets. Cela dit, on a quand même lu ici ou là des papiers intéressants de critiques produits par cette mouvance de la gauche critique, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche. Lorsqu'ils s'attaquent au capitalisme, il leur arrive parfois d'être intelligents, malgré tout. Donc on a lu des choses utiles et intéressantes dans la défense et l'illustration, je dirais, des combattants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais on voit quand même qu'il va falloir qu'ils fassent encore un effort pour rompre tout à fait avec les sources philosophiques qui sont les mêmes que celles de leurs adversaires libéraux qui occupent les conseils d'administration des grands groupes dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'il faudra, pour que cette lutte s'enracine, s'étende, une rupture avec les présupposés philosophiques qui ordonnent aussi bien la contestation que ces grands projets. On pourrait parler d'autres grands projets. Parlons un peu du barrage de Sivens. On pourrait faire un retour aussi sur la mort de Rémi Fraisse. Il faut dire que les heurts étaient très violents. Les heurts, lors de l'opposition à ces grands projets, sont souvent très violents, Julien. Oui, en fait, la mort de Rémi Fraisse, qui est tragique, évidemment, n'est que le signe en fait de la violence, de la répression policière contre des militants. Alors certes, ils font un acte illégal parce qu'ils sont dans une zone qu'ils ne devraient pas occuper et qu'ils font tout pour y rester. Mais toujours est-il que la violence est extrême contre ces militants. On a eu d'autres résistances à cette mise en coupe réglée par le capitalisme du territoire. Je pense là au bonnet rouge. Et je crois, Julien, que vous vous étiez rendu à la grande manifestation de Quimper. Là aussi, vous aviez eu à voir la violence avec laquelle les forces de l'ordre réprimaient les bonnets rouges. Alors, c'était une manifestation très intéressante. J'ai fait toutes les manifs pour tous à Paris, en tout cas la majorité. Et c'était très différent, en fait, même du point de vue de l'affrontement avec la police. Bon, déjà, c'était une manif statique et qui se passait à Quimper, près de la préfecture, donc autour du canal qui traverse la ville. Et en fait, le pont était protégé par la police de chaque côté. Et dès le début de la manifestation, donc vous aviez une scène avec des discours, voilà, le peuple, des familles, etc. Et juste à côté, à 100 ou 200 mètres, vous aviez les agriculteurs extrêmement remontés. Soyons honnêtes, c'est les agriculteurs qui ont commencé les hostilités directement contre la police. Ils ont commencé par jeter des ballots de paille, les enflammer. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert le canon à eau, qui je pense n'était pas réglé à sa puissance maximale, mais qui est déjà très dévastateur, du fait de l'impact direct, et ensuite du fait que vous êtes trempé, en plus il faisait pas très chaud. Si vous rajoutez à ça l'élément de démoralisation du fait d'être trempé dans le froid, c'est totalement dévastateur. Et en fait, les violences, les affrontements sporadiques d'un côté, de l'autre, se sont poursuivis toute l'après-midi, pendant que, à côté, les discours continuaient pratiquement au milieu des gaz lacrymogènes. Et alors, ce qui m'a étonné, et ce qui m'a fait relativement plaisir de la part, mais j'en attendais pas moins de la part des Bretons, c'est de voir que tout le monde restait. Et tout le monde avait plus ou moins son matériel de défense contre les gaz. Donc vous aviez évidemment des appels au calme du côté de la tribune. Tout le monde n'était pas pour la violence. Mais, malgré tout, toute la manifestation et toutes ces franges faisaient corps. Je crois que vous avez également fait des rencontres des jeunes antifascistes bretons qui devaient se demander qui vous étiez au vu de votre capacité d'organisation au moment de cette manifestation. Bon, nous étions 5 extrêmement organisés, relativement efficaces, tant qu'on peut l'être dans ces circonstances-là, mais nous étions totalement délookés, on n'avait aucun signe de reconnaissance politique.
Mais donc voilà, on s'est retrouvé avec des militants antifascistes du coin à jeter toutes sortes de choses sur la police, à dépaver les rues contre la police. C'était une expérience assez intéressante de convergence des luttes. Et alors j'en parlerai tout à l'heure à propos de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont des gens ouverts qui sont capables de travailler avec d'autres gens que ceux qu'ils connaissent ou qu'ils ont l'habitude de fréquenter, mais tant qu'ils ne savent pas que vous êtes un militant nationaliste ou un militant conservateur. On se souvient qu'il y avait eu un mouvement de curiosité de la part des militants de la manifestation pour tous pour Notre-Dame-des-Landes également, puisque les veilleurs, on s'en souvient, lors de leur marche d'été, avaient voulu passer par Notre-Dame-des-Landes, ce qu'ils ont dû déprogrammer devant l'hostilité que leur a témoigné la mobilisation sur place, faisant savoir qu'ils ne désiraient pas que les veilleurs se rendent à Notre-Dame-des-Landes. Ils ont donc dû abandonner ce projet, mais enfin, quelque chose s'était passé dans l'esprit des organisateurs des veilleurs, en particulier je pense à quelqu'un comme Axel Rockvam, et tout à fait pénétré d'une écologie intégrale. C'était un projet qui était excellent, mais totalement irréalisable. Comment expliquer ce rejet de principe des militants de la mobilisation ? C'est tout simplement parce qu'ils ont fondamentalement un logiciel antifasciste. Et donc pour eux, le capitalisme, c'est le fascisme. Et donc ils mettent tout à fait dans le même sac Vinci, tous les groupes de la droite nationale et la police. Ce qui est assez étonnant quand on est de l'autre côté, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils raisonnent et ils n'en démordent pas. Vous-même, vous n'avez jamais eu l'occasion de pouvoir discuter avec les militants de ces mobilisations contre les grands projets inutiles. À Rouen, je me suis rendu à une réunion organisée par les antifascistes et la gauche radicale du coin, à une assemblée générale en soutien à Notre-Dame-des-Landes. Donc là encore, j'y suis allé avec deux camarades. On peut discuter avec ces gens-là, tant qu'ils ne savent pas qui on est. Et là, j'ai essayé de lancer une petite pique sur ce que je vous ai dit, sur le fait que c'est un aéroport qui n'est pas rentable et qui ne peut pas être rentable. Et en fait, c'est un argument de plus, mais ils ne peuvent pas l'accepter. Parce que c'est totalement en dehors de leur case et de leur idéologie. Pour eux, en fait, cet aéroport est rentable. Et c'est la raison pour laquelle il faut le combattre. C'est ça que vous voulez dire. Inconsciemment, il y a de ça, oui. Donc en fait, d'une certaine façon, ils sont simplement l'ombre portée du capitalisme sur lui-même. Ils sont d'une certaine façon la mauvaise conscience du capitalisme, constructeur de ces grands projets inutiles. Ils sont la réaction. À mon sens, ils n'ont pas, alors je parlerai pas forcément d'idéologie, mais la doctrine suffisamment structurée et totale pour être à même de lutter efficacement, notamment contre ces projets. Oui, alors j'ai exposé l'argument de la rentabilité de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les militants sur place ont évidemment d'autres arguments, celui de la préservation des zones humides, de certaines espèces rares qu'on trouve uniquement à Notre-Dame-des-Landes, et justement de l'équilibre entre les zones humides et les zones agricoles, etc., etc. Mais là où ils font une erreur, c'est que le problème est global, mais la solution ne peut pas être globale. C'est ce qu'ils exposent dans différents écrits, notamment dans un petit ouvrage assez bien fait qui s'appelle Le Petit Livre Noir des grands projets inutiles, qui est un ouvrage collaboratif qui fait en fait un état des lieux de tous les grands projets inutiles français, donc il y en a une grosse vingtaine. Et il termine justement en passant de la zone à défendre à la planète à défendre. Et c'est là où je ne les suis pas. Parce que, au mieux, ce n'est qu'une utopie. Le problème est évidemment global, mais justement, les altermondialistes ont tort. Moi, je suis anti-mondialiste. Et donc, je lutte contre la mondialisation par des formes d'autonomie et d'organisation locale. Comme l'est tout à fait une ZAD, une zone à défendre. À Notre-Dame-des-Landes, au barrage de Sivins, à Saint-Rita, à Meudon pour défendre les tilleuls. La solution ne peut venir que par en bas contre le mondialisme capitaliste. Et donc quand j'étais dans cette assemblée générale, c'est assez extraordinaire parce que eux fonctionnent sur le principe de l'unanimité. On fait un tour de table sur quoi faire à Rouen pour soutenir Notre-Dame-des-Landes, comment organiser un soutien, envoyer je ne sais quoi, des dons ou des vivres. Donc chacun parle à son tour, ce qui prend déjà pas mal de temps, et ensuite chacun vote. Donc c'est censé être totalement l'unanimité, une anarchie constructive. Mais en fait, on se rend compte assez vite qu'il y a des personnalités tyranniques. Des personnalités tyranniques qui ressortent, mais qui ont peut-être la légitimité de leur combat, de l'ancienneté. Mais en tout cas, il est impossible d'émettre une opinion qui va à l'encontre de la leur. L'organisation anarchique n'est qu'un paravent de la tyrannie de petits chefs. Cela me fait penser aux remarques qu'ont fait les auteurs de À nos amis, connus sous le nom de
Comité Invisible ou Tikkun, lorsqu'ils écrivaient les éléments pour une théorie de la jeune fille, à la suite des événements qui se sont passés en Grèce, en Égypte, en Espagne, autour des grandes places, des occupations des grandes places, des grandes capitales des pays méditerranéens. Dans ce livre, à nos amis, les auteurs font remarquer l'inutilité des modes d'organisation finalement très verbeux de cette gauche critique, de cette gauche radicale, qui en fait reproduit à l'identique les canons de la culture spectaculaire télévisuelle. C'est-à-dire, il y a toujours l'idée de l'animateur qui passe la parole, qui distribue équitablement la parole. On entend que chacun vient pour témoigner, raconter son vécu. Et en fait, eux-mêmes faisaient une critique de cette utopie démocrate anarchisante en disant qu'elle empêche, en réalité, l'organisation à proprement parler de la lutte par les acteurs eux-mêmes. Ils ne sont pas du tout dans une logique où les militants se substitueraient aux acteurs, en particulier là, les gens du peuple, j'ai pas d'autre mot. Peut-être on pourrait utiliser le joli mot de prolétariat, s'il ne sonnait pas aussi communiste et aussi désuet. J'aimerais qu'on aborde des exemples plus réduits de ces résistances aux grands projets inutiles. Je repense maintenant au sort tragique de ce paysan, Philippe Layatte, qui a vu son champ saisi par l'État. Philippe Layatte, qui s'est vu exproprier son champ pour y voir construire une route qui mènerait à une grande installation sportive. Je crois que c'était un stade de football. C'est le grand stade de l'Olympique lyonnais. Voilà, c'était dans la région lyonnaise. Et ce monsieur qui a vécu dans cette maison, je crois que même il y est né, qui va lui être confisqué par les autorités publiques pour construire une route, une de plus, comme si la France n'était pas déjà assez carrossée, pour mener encore un projet inutile, un stade de football. Là encore, comme si la France n'était pas assez équipée en installation sportive. J'imagine en plus la région lyonnaise. Oui, en fait, c'est un des grands projets pour l'Euro de football de 2016. Donc, c'est ce train de grands travaux qu'on a régulièrement pour ce genre de manifestations et qui souvent ne sont même plus utilisés après. Oui, on se souvient par exemple de nos camarades de Casapante qui ont occupé une gare où ils ont créé l'espace Aérea 19, où ils produisent des concerts, des expositions d'art et toutes sortes d'événements. Cette gare était totalement inoccupée depuis la fin de je ne sais plus quelle manifestation sportive que l'Italie avait reçue, que la ville de Rome avait accueillie dans les années 90. C'est tout à fait fréquent, en effet, que des installations de ce type soient faites et ensuite laissées à l'abandon. Il y a un autre cas aussi qu'on voulait évoquer, Julien, c'était le cas de Meudon. Une petite dame s'est élevée contre la destruction d'une allée de tilleuls, tandis que le projet de la mairie et de la bourgeoisie bohème du coin est d'y faire, je crois, des pelouses. Donc là, de couper des arbres. Alors, certes, les arbres ne crient pas, mais enfin, il n'y a pas d'utilité à déraciner, à couper, à massacrer ces tilleuls. Et cette dame, parce qu'elle a de la sensibilité, ce qui est devenu une qualité tout à fait étrangère à l'époque, s'est opposée à ce projet de transformation de l'espace public. Une fois de plus, on voit toujours ces logiques transformistes, bougistes, pour reprendre le terme heureux de Taguieff, qui visent à toujours changer l'espace, transformer l'espace par tous ces projets inutiles et ces infrastructures. Oui, c'est une allée de tilleuls à Meudon, donc petite bourgade bourgeoise pas loin de Paris, qui doit être rasée pour planter de nouveaux arbres. La mairie prétend qu'ils sont malades, ce que ne pensent pas cette dame et différentes personnes, d'autres bourgeois finalement voisins de cette allée de tilleuls, et qui se battent contre la destruction, et donc de ces gens qui se battent contre l'abattage de tous ces arbres. Et donc cette dame, Maria Olga Boss, occupe un tilleul depuis le 9 novembre pour éviter justement qu'il soit abattu. Et c'est devant cette résistance que la mairie a accéléré les choses, et elle a été délogée le 17 novembre par la police, et donc la police, à Meudon, protège les tronçonneuses. Donc en fait c'est intéressant parce que c'est une ZAD tout à fait urbaine, voire bourgeoise, qui est vraiment défendue par les gens du coin pour défendre des arbres centenaires, pour qu'ils ne soient pas remplacés par de nouveaux arbres jeunes, des petites pousses. C'est un autre exemple tout à fait anecdotique, mais on voit que ce combat, finalement, il se trouve parfois juste en bas de chez nous. Je voudrais aborder un autre combat auquel vous avez pris part, Julien, qui est celui pour Sainte Rita, mais d'abord la pause musicale. Voilà, Sukumba, Moucha, là-bas, là-bas.
chic. José Bové a dit que c'était allergique. Il paraît qu'on est plusieurs dans le même caca. On n'ira plus manger au ricain car c'est caca. Le seul remède c'est une assiette de foie gras, un verre de rouge, du roquefort et pas de soda. Demain on porte plainte contre l'Amérique. Nous ce qu'on veut c'est du bon et du biologique. À tête tu vas voir, on va leur faire la nique. Et si lyrique elle nous embrouille comme On leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. On leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. On leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. On leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. l'Amérique. J'ai bouffé du poireau transformé génétique. Et depuis ma carotte n'est plus énergique. Pourtant ma femme tu verrais comme élastique. Il paraît qu'on est plusieurs dans le même caca. On n'ira plus manger au ricain car c'est caca. Le seul remède c'est une assiette de foie gras, un verre de rouge, du roquefort et pas de soda. Demain on porte plainte contre l'Amérique. Pour ce qu'on veut c'est du bon et du biologique. Attends tu vas voir, on va leur faire la nique. Et si lyrique elle nous embrouille comme on leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. On leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. On leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. On leur mettra le cochon dans le maïs et on mettra les glaçons dans le pastis. Vous venez d'écouter Le cochon dans le maïs du groupe Fascagat. Donc ça c'était pour lier évidemment le combat contre tous ces grands projets inutiles au combat ô combien nécessaire de la lutte contre les OGM et le trafic du vivant. Julien, je voudrais maintenant aborder avec vous un cas dans lequel vous avez été assez impliqué, qui est le cas de Sainte-Rita, cette église dans le 15e arrondissement, qui était menacée de destruction. Qui est toujours menacée de destruction. C'est une église qui se trouve donc dans le 15e arrondissement, à la station Sèvres-le-Courbe, qui est une petite église enclavée entre les immeubles et un terrain qui appartient à l'UNESCO. Elle a été construite en 1904 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Elle a certaines particularités architecturales parce que la voûte est en béton cimenté. C'est le premier édifice à bénéficier de cette technologie et c'était un vrai chef-d'œuvre architectural pour l'époque. Oui, une prouesse technique qui fait de cette arche un témoin en fait des techniques architecturales du début du siècle. Exactement. Elle a une situation un peu bâtarde, un peu particulière, parce qu'elle n'appartient ni à la mairie, ni au diocèse. Elle appartient en fait à une association gallicane qui est basée à l'étranger, en Belgique, je crois. Et le culte gallican est arrivé dans cette église dans les années 80 par une association cultuelle française. Et l'association propriétaire des murs a décidé de vendre l'édifice à un promoteur immobilier pour construire des logements, notamment des logements sociaux et des parkings. À cette occasion-là, une association, les Arches de Sainte-Rita, a été créée pour préserver justement cette église, qui a été seule pendant plusieurs années parce que c'était un peu compliqué pour eux d'inclure de nouveaux acteurs, parce qu'ils voulaient justement préserver leur communauté gallicane. Et donc c'est assez récemment, en fait, au fur et à mesure que la menace approchait, qu'ils sont allés voir un peu ailleurs. Et l'année dernière, plusieurs forces se sont agglomérées autour de cette association et en soutien pour la défense du patrimoine
pour la défense de cet élément architectural qui est un marqueur d'identité dans le quartier et auquel les habitants sont très attachés. Oui, qui est un lieu de rencontre et évidemment aussi un lieu spirituel, un lieu de recueillement, même si on n'est pas obligé de confesser les errements des Gallicans, il se trouve que pour certaines personnes, c'était quand même un lieu de recueillement, un lieu d'intériorité, de spiritualité. Sainte Rita, qui en plus est la patronne des causes désespérées, donc on imagine de très nombreuses personnes s'étant rendues dans cette église pour y prier Sainte Rita, pour des cas sans doute tragiques, des cas terribles, que cette église a marqué son quartier en étant ce rendez-vous de l'impossible. D'ailleurs, toute l'histoire autour de la mobilisation autour de Sainte Rita est un petit peu marquée du sceau de la Sainte. Le sauvetage de cette église même est une cause presque désespérée, n'étaient justement les quelques miracles auxquels on a assisté, entre guillemets, les quelques miracles politiques auxquels on a assisté, comme par exemple la forte mobilisation de toute une jeunesse parisienne autour de cette église. Donc l'année dernière, s'est aggloméré pour la défense de cette église différentes personnes venues de différents mouvements de la droite nationale. Une manifestation a été organisée, à laquelle j'ai participé, aidé comme j'ai pu à l'organisation, et qui a rassemblé 300 personnes, ce qui est vraiment important pour une manifestation de quartier. Oui, on peut dire que le quartier s'est quand même mobilisé autour de la question de Sainte Rita. Il a été maintenu informé par des différentes campagnes de tractage, d'affichage chez les commerçants, qui d'ailleurs, je crois, faisaient très bon accueil aux militants qui venaient poser des affiches pour informer les habitants justement des prochains rendez-vous, des manifestations et aussi des diverses célébrations qui ont eu lieu dans l'église. Oui, on a été très bien reçus parce que en fait, tous les habitants sont vraiment attachés à cette église, à cet édifice qui tranche un peu avec les immeubles des années 70-80 de la rue François-Monvin. Mais malgré tout, ils ne savent pas quoi faire ou comment faire, donc ils étaient ravis de voir qu'une initiative était prise. Et donc c'est grâce à cette manifestation qu'on a pu rallier à nous certains élus, en particulier Monsieur Goujon, donc le maire du 15e arrondissement. Et accessoirement aussi patron de la Fédé de Paris des Républicains. Il a pu s'opposer, alors la décision ne lui revient pas à lui, mais en tout cas en tant que maire d'arrondissement, il a pu s'opposer à la mairie de Paris qui a toujours soutenu toutes les décisions du promoteur. Et donc à la fois cette manifestation qui a pu arriver jusque devant la mairie du 15e arrondissement, ce qui nous était interdit à l'origine, et le fait qu'il ait été interpellé sur différents marchés à ce sujet-là, ont fait qu'il s'est mobilisé lui aussi pour cette église. En fait, aujourd'hui, l'église de Sainte Rita devrait déjà être détruite. Mais le jour où les bulldozers devaient entrer en action, plusieurs personnes du quartier et plusieurs militants étaient venus devant l'église déployer une banderole, et avec eux était Monsieur Goujon avec son écharpe tricolore. Ça suscite en moi deux remarques, Julien. La première, c'est que lors de ces mobilisations contre les projets inutiles, il est toujours bon d'avoir dans sa poche, même si c'est parfois suite à des interpellations, un peu de chantage, un peu de prise en otage finalement de ces élus, il est toujours utile quand même d'avoir... Un peu de pression démocratique, vous allez un peu loin, monsieur Carr. En tout cas, c'est toujours utile d'agglomérer à ces luttes-là des gens qui représentent quelque chose à la fois pour les médias et pour le grand public. C'est toujours bien d'avoir un peu des têtes d'affiche qu'on peut associer à ces combats. Ça fait toujours un peu parler, ça intéresse toujours un peu les médias qui ont couvert assez largement d'ailleurs toutes ces mobilisations autour de Sainte Rita. Du fait de la mobilisation de certains politiques, le Parisien s'est beaucoup intéressé à cette affaire. Donc il est toujours utile de bien garder à l'esprit, de s'associer avec ces personnalités, même si par ailleurs ce sont de véritables crapules. Goujon, aux Républicains, et par là même est certainement une crapule, il ne serait pas arrivé là sans cela. Je crois qu'il était aussi très impliqué dans le groupe Les Républicains ex-UMP à l'intérieur du conseil municipal. Donc c'est pas un innocent. Mais l'avoir avec nous à ce moment-là, ça avait cette utilité de pouvoir mobiliser à la fois la presse et la population. Il y a une autre personnalité des Républicains qui s'est mêlée à tout ça, c'est l'ancien ministre sarkozyste, ancien porte-parole du gouvernement, Éric Lefebvre, qui est un idiot fini. On se souvient tous de sa sortie sur Zadig et Voltaire, qui est une marque de fringues et qui n'est pas un roman de Voltaire. Là aussi, je crois que ça a eu, à un moment donné, son utilité, même si ce sont des personnages opportunistes et assez peu fiables dans l'ensemble. En fait, ce sont des leviers de la lutte qui permettent à la fois de peser plus vis-à-vis des médias, vis-à-vis des autres autorités, et en même temps qui permettent de crédibiliser une certaine lutte qui, à ce moment-là, n'est plus simplement une lubie d'un certain nombre de marginaux.
Oui, tout à fait. C'est si vrai d'ailleurs que c'est le soutien de ce maire d'arrondissement protège les occupants de l'église contre les décisions du préfet de Paris. Oui, alors on va y venir. Donc l'association des Arches de Sainte-Rita, donc qui est l'association montée par les Gallicans pour la défense de cette église, donc qui a essayé de la défendre pendant plusieurs années. Nicolas Stocker est arrivé en tant que porte-parole de l'association. Ensuite, certains, comme je vous l'expliquais, sont arrivés pour soutenir cette association et pour que la lutte prenne de l'ampleur. Et aujourd'hui, en fait, l'église est occupée des membres du mouvement du 14 juillet, et je les remercie. Et si bien que finalement, l'association des Arches de Sainte-Rita a décidé de son propre chef de sa dissolution. Peut-être qu'elle considérait qu'il y avait trop de politique et qu'ils étaient dérangés dans leur lubie gallicane, mais toujours est-il qu'ils ont déguerpi. Aujourd'hui, l'édifice est occupé, et depuis quelques jours, l'église a été rendue au culte catholique. Donc c'est l'abbé de Tanoirne qui a célébré la messe de dédicace au culte catholique. Dimanche dernier. Et désormais, tous les dimanches, l'abbé de Tanoirne dira la messe à 16h à Sainte-Rita. Comme il l'a fait encore aujourd'hui. Très bien, donc on peut dire aux Parisiens, en particulier aux habitants du 15e arrondissement, de ne pas hésiter à se rendre à la messe de 16h qui sera dite par l'abbé de Tanoirne dans l'enceinte de l'église Sainte-Rita, tous les dimanches à compter de maintenant. On espère que cette lutte pour préserver un élément essentiel du patrimoine du 15e arrondissement, ce chef-d'œuvre architectural, se poursuivra, que l'église sera sauvée contre ce projet inutile, de petite envergure, mais inutile tout de même, de destruction de cette église pour y construire des logements sociaux et des parkings, ce qui, en tant que tel, est vraiment choquant. Je crois que ça a beaucoup choqué les habitants du 15e de savoir qu'on détruisait une église pour y construire des parkings, Julien. Oui, sur les différents tractages que j'ai pu faire, le fait que ce soit une église qui doit être détruite touchait vraiment les gens. Après, c'est pas pour autant qu'ils s'engagent, c'est une sociologie particulière, mais en tout cas, c'est quelque chose qui parle vraiment aux habitants du 15e. Un journaliste de Minute avait remarqué qu'une jeunesse particulièrement s'était sentie concernée par ce combat très local après les grandes mobilisations de la manifestation pour tous. La manifestation pour tous, les différentes manifs pour tous, ont eu le mérite de conscientiser une certaine jeunesse et de lui montrer aussi que l'on peut prendre part au combat politique sous différentes modalités. Et donc on retrouve certains de ces jeunes autour de Sainte-Rita qui, là aussi, est un lieu de convergence de certaines personnes qui viennent d'horizons assez différents. Alors à la fois des habitants du quartier et aussi des militants politiques de mouvements différents qui, pour une fois, luttent ensemble avec un but commun. Oui, j'ai croisé les membres du mouvement du 14 juillet. Ils sont, pour l'essentiel de leur programme, assez proches de nos idées, puisqu'ils sont pour la restauration du programme de gouvernement du Conseil national de la résistance, ce à quoi je noterai pas une virgule. Ensuite, ils sont pour le retour de la souveraineté française, en particulier sur la question monétaire. Ils ont identifié le problème de la souveraineté monétaire comme étant une source des nombreux maux dont souffre la France, qui en fait sont très souvent le fruit de la politique de la dictature bancaire. En particulier la question migratoire, la question aussi de la libéralisation, l'attaque contre le droit du travail, etc. Tout ça est coordonné par la banque qui veut instaurer une dictature financière en France comme partout dans le monde. Et c'est contre cela aussi qu'ils s'élèvent. Ils ont réussi finalement, eux aussi, une certaine jonction, je dirais, entre leurs préoccupations politiques et un combat très local de témoignage qui consistait à sauver ce petit élément du patrimoine parisien. Eh bien, je crois, Julien, que c'est l'heure de la chronique. Je voudrais vous parler ce soir de l'arrivée de la revue Éléments en kiosque. Cette antique revue, puisqu'elle doit dater maintenant de 1968, sa fondation doit dater de 1968, dont le titre complet c'est Éléments pour la civilisation européenne, le magazine des idées. Cette revue qui a été lancée par Alain de Benoît et toute l'équipe de la Nouvelle Droite à la fin des années 60, se donnait pour objectif de faire un travail métapolitique, c'est-à-dire une refondation idéologique, théorique de la droite, d'une droite authentique, sur les bases de leur réflexion qui étaient très largement inspirées par leur néopaganisme, avec à la fois une réévaluation des sciences naturelles dans l'ordre politique, avec une réflexion à l'époque sur l'hérédité, la biologie, la neurologie, et la place qu'elle devait occuper dans la réflexion
politique et également dans les affaires du gouvernement. Elle s'est un peu éloignée de ses fondamentaux, tout en restant, je dirais, la colonne vertébrale de cette famille spirituelle néo-païenne qui est la Nouvelle Droite. Mais récemment, en fait, elle s'est entièrement renouvelée, accueillant dans son sein deux animateurs importants, Pascal Esséric et Patrick PL, qui lui ont donné d'abord la couleur. Élément est entièrement en couleur. Un assez beau travail aussi d'illustration, mais qui là est plus conforme à la tradition des revues de la Nouvelle Droite, que ce soit Élément ou Nouvelle École, qui ont toujours été de très beaux objets, très bien illustrés, toujours avec une grande profondeur de réflexion, une obsession, même je dirais, pour la culture du livre, avec des pages littéraires, de critiques littéraires et de critiques philosophiques ou de critiques historiques, puisqu'on y recense de très nombreux ouvrages, qui alternent avec des entretiens aussi surprenants que, par exemple, dans le dernier numéro, avec Michel Onfray, un Michel Onfray tout à fait passionnant. Donc j'encourage nos auditeurs vraiment à se procurer ce numéro d'Éléments, qui, malgré qu'il comporte quelques scories d'un antichristianisme indécrottable, dont les néo-païens sont parfois capables, et malgré tout une véritable cure d'altitude mentale. Une belle livraison avec... là aussi, des indications de lecture tout à fait passionnantes, comme par exemple cette très belle biographie de Stauffenberg, Chevalier de l'Allemagne secrète, de Jean-François Tulle, le dernier ouvrage d'Éric Werner sur Antigone, ou encore les travaux de Olivier Dard dans son travail sur la droite. Un très bel entretien donc de Michel Onfray, des notes de lecture tout à fait passionnantes, sur le dernier débat entre Badiou et Gaucher, ou encore sur le dernier livre de Pierre Le Vigan, ou ce très beau papier de Pascal Esséric sur Valeurs actuelles, la chute de la maison Bourgine, où il fait une analyse au scalpel des orientations politiques de cet étrange news magazine qui est Valeurs actuelles, où il soulève les contradictions d'un Yves de Kerdrel antilibéral lorsqu'il s'agit de l'immigration et ultralibéral lorsqu'il s'agit de l'économie. Je vous recommande la lecture de ce dernier numéro d'Éléments et pire encore, de vous y abonner. Chers auditeurs, je vous lirai aujourd'hui quelques pages de littérature, quelques pages du roman de Chuck Palahniuk, Fight Club. Mes lèvres s'engluent de sang, de plus en plus, à mesure que j'essaye d'en lécher l'hémoglobine, et lorsque les lumières se rallumeront, je me tournerai vers les consultants, Hélène et Walter, Norbert et Linda de chez Microsoft, et je dirai « Merci d'être venus », la bouche brillante de sang, et le sang en train de s'insinuer dans les espaces entre mes dents. On peut avaler de l'ordre d'un demi-litre de sang avant d'être malade. Le Fight Club, c'est demain, et je ne vais pas rater le Fight Club. Avant la présentation, Walter de chez Microsoft m'offre un sourire modèle mâchoire pelleteuse mécanique allée jusqu'à atteindre la couleur de pommes de terre chips passées au barbecue. Walter, à la chevalière blason, me serre la main, l'enveloppe de sa main lisse et molle, et dit « Je détesterais voir ce qui est arrivé à l'autre mec. » La première règle du Fight Club, c'est qu'il est interdit de parler du Fight Club. J'ai dit à Walter que j'étais tombé. Je me suis fait ça tout seul. Avant la présentation, assis que j'étais face à mon patron, à lui préciser le détail du montage diapo avec les correspondances de chaque cliché dans le script, et le moment où j'avais l'intention d'insérer la séquence vidéo, mon patron me dit « Dans quel pétrin allez-vous vous fourrer tous les week-ends ?» C'est juste que je ne veux pas mourir sans quelques cicatrices, dis-je. Cela ne suffit plus d'avoir un beau corps d'origine, ce n'est plus rien. Quand on voit toutes ces voitures d'origine absolument vierges de toute égratignure, droit sorties d'un hall d'exposition en 1955, moi je me dis toujours « Quel gâchis !» La deuxième règle du Fight Club, c'est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Peut-être qu'au moment du déjeuner, le serveur va s'approcher de votre table et le serveur aura les deux yeux au beurre noir d'un panda géant, reste du Fight Club de la semaine dernière, au cours duquel vous l'avez vu, la tête prise en étau entre le sol en béton et le genou d'un magasinier de 200 livres, lequel n'arrêtait pas de marteler du poing l'arête du nez du serveur, encore et encore, comme un ballot qu'on bourre, à grands coups puissants dont le bruit monotone et répété se faisait entendre par-dessus des hurlements, jusqu'à ce que le serveur retrouve assez de souffle et crache le sang pour dire stop. Vous ne dites rien du tout, parce que le Fight Club n'existe que dans le laps de temps qui sépare le début du Fight Club et la fin du Fight Club. Vous avez vu le môme qui travaille à la photocopieuse, il y a un mois de ça. Vous avez vu ce môme incapable de se rappeler qu'il faut poinçonner une demande de photocopie de ces 3 trous ou placer des bandes de couleurs entre les paquets de photocopie. Mais ce môme a été un dieu 10 minutes durant, quand vous l'avez vu étaler d'un coup de pied un responsable de compte client
2 fois comme lui avant d'atterrir sur le bonhomme et le rouer de coups en le réduisant à l'état de lock jusqu'à ce que le môme soit forcé d'arrêter. C'est là la 3e règle du Fight Club. Quand quelqu'un dit stop, ou qu'il n'est plus qu'une chiffre, même s'il fait semblant et rien d'autre, le combat est terminé. Et chaque fois que vous voyez ce gamin, vous ne pouvez pas lui dire quel superbe combat il a fait. Chers amis auditeurs, vous étiez à l'écoute de Fréquence Orage d'Acier, et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, Tu dois combattre! Donc 1 litre d'eau permet d'économiser 4 litres de fuel. Putain. Donc il y a une bonne transformation de... Ah ouais. En fait, je pense qu'on crée beaucoup d'hydrogène quand même. Notamment grâce à l'inox marine, l'inox 316 qui contient 18% de nickel. L'astuce, c'est ça. Ah ouais. Et dans l'industrie, dans la fabrication d'hydrogène, dans les usines de fabrication d'hydrogène, ils ont déjà le système-là. Ouais. Et l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau d'une éolienne, d'une petite éolienne de pompage, mais c'est de l'eau qui est potable. Bon, mais si tu veux, mais elle est pas dans le réseau d'eau normal. C'est de l'eau de rivière. J'ai fait avec de l'eau de lac, j'ai fait avec de l'eau de rivière, j'ai fait avec de l'eau de pluie. Des fois, je me suis arrêté récupérer de l'eau dans des flaques. Pour voir. Ah non, pas pour la boire, pour la mettre dans le réacteur. Mais pour voir. Et là, quand je vais démarrer là. Avec ton appareil là qui écoute, enfin là, je vais démarrer et tu vas entendre l'eau maintenant. Tu vas voir, je vais démarrer. Impeccable. Alors normalement, il faut attendre que ce soit chaud. Bon, là il est chaud. Vous le touchez là, il est chaud. Et toi avec ton truc, tu vas là, je vais là. Et là, viens voir avec ton truc ici, là-dessous là. Tu vas entendre l'eau, la source. Tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Mais tu l'entends très bien là. C'est tu l'eau, c'est de l'eau là. Là c'est le moteur qui aspire l'eau là. Là c'est l'hydrogène. Mais par exemple, tu vois, on s'aperçoit d'un truc, c'est que en recherchant à plusieurs comme ça, on trouve des solutions super simples et qui n'ont pas d'intérêt commercial. C'est-à-dire qui n'auraient aucun intérêt pour un bureau d'études de développer ça. Mais le capital, il faut être clair. Le capital a comme principe de rendre les gens dépendants. Donc, tout ce qui peut émanciper l'espèce humaine, c'est mis aux oubliettes, comme le stalinisme. Tout ce qui est... Et eux, ils compliquent. Maintenant, les voitures, c'est de plus en plus compliqué. Donc, le problème, ils compliquent pour avoir toujours le pouvoir. Les garagistes, ce sera plus des mécanos. Ça sera des mecs qui changeront des pièces. Ils auront un truc, ils mettent la truc, la panne vient de là, on enlève ça, on remet ça, point. C'est ça. Comme le diester, quoi. Et le voilà. Diester, c'est une manière de transformer l'huile le plus compliqué possible pour Voilà. Pour te dégoûter de faire un biocarburant, quoi. Bon, mais si tu veux, donc, tout le problème, notre tâche historique à nous, c'est de simplifier pour le plus grand nombre. Et là, bon, ce qu'on a fait, c'est ça. Là, on était 10 il y a 3 semaines, là on sera, mettons, une dizaine de plus. Chaque individu ici présent, comme je te disais, se resocialise à d'autres copains et d'autres copines. Mais ce qui est bon, c'est faire des rapports de socialisation. Alors c'est des bricoleurs comme nous qui vont changer. Bah, c'est bien. Non, c'est toujours dans l'espèce. Dans l'espèce, c'est toujours. Non, c'est pas des bricoleurs. C'est toujours dans l'espèce une minorité qui a porté l'avenir. Ça a été la bourgeoisie au Xe siècle. Et ça a été les capitalistes financiers au XVe siècle. Ça a toujours été une minorité qui change d'intentionnalité. Le problème, c'est comme dit David, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne marchand, cette affaire. Autrement, on reconstitue le pouvoir séparé. Il faut que ça soit pris par tout le monde. Ceux qui souffrent, mettons, dans le Burkina Faso, qui n'ont pas d'eau, enfin, il n'y a pas d'eau, qui n'ont pas de... ils pourraient faire des pompes et irriguer des choses, etc. Est-ce que la technologie peut être réappropriée par le peuple? Voilà la question. Parce que là, c'est le pouvoir, la technologie. À bon escient. C'est une autre histoire. Il faut revenir à 1840. En 1840, les travailleurs voulaient l'abolition du salariat et du patronat et dehors les intellectuels. Mais ils ont fait une connerie puisqu'ils n'ont pas extrait la théorie de toute pratique. Et donc en 1848, Karl Marx a fait le manifeste du Parti communiste qui se termine par ces mots: prolétaires de tout pays, unissez-vous pour l'abolition du salariat. Et là, lui, il venait de la bourgeoisie juive allemande. Et donc, avec Bakounine, en 1864, ils ont proposé au prolétariat des formes séparées d'organisation qui ont abouti au stalinisme, 89 millions de morts. Donc, c'est pas comme ça.
Voilà. Donc cette histoire-là, non, je pense que dans l'espèce, il faut se réclamer de l'espèce et non plus ni du prolétariat, ni des genres, tout ce qui divise l'espèce. Il faut se réclamer du vivant. Et en tant qu'individu, l'individu et l'espèce humaine, tout le reste sont liquides. Et à partir de là, on peut commencer autre chose, mais en association par rapport aux 4 économies. Économie de prélèvement, économie domestique, économie marchande et économie financière. Il faut faire une économie autonomisante. C'est ce qu'on fait là. C'est-à-dire que c'est les individus, c'est l'espèce eux-mêmes qui se prennent, ils se responsabilisent. Toi tu n'es pas mécano, 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 toi tu n'es pas mécano. Mais on fait la mécanique parce qu'on l'utilise. On est responsable de ce qu'on utilise. Mais à partir de là, les choses peuvent peut-être changer. Mais c'est une autre forme complètement de vie. C'est se responsabiliser par rapport. Si tu utilises, tu appuies sur l'électricité, si tu fais du déchet radioactif, c'est pas personne qui a appuyé sur l'électricité, c'est toi. Tu peux pas dire que c'est les autres. C'est-à-dire que c'est dur ce que je dis. Mais toutes les techniques autonomisantes sont obviées puisqu'elles ne sont pas rentables, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans la logique du marché. Puisque tu ne peux exister que si tu es une marchandise. Tu ne peux pas exister si tu ne vends pas ta force de travail. Et c'est ça le côté totalitaire de ce système. Tu ne peux exister que si tu transformes ta vie en marchandise. Tu ne peux exister. On est prostitué à vie. J'emploierais pas ce mot quand t'es salarié quand même. Mais si, le salariat, c'est la 4e domestication de l'espèce humaine. C'est la prostitution. Évidemment, les salariés, ils ont 12 formes de pathologie. Parce que là, on n'a rien dit si on n'a pas fait la critique du salariat. Les salariés, ils ont 12 pathologies. Ce sont des individus soumis aux hiérarchies, qui ne prennent pas d'initiative, qui sont exploités, routiniers, qui ont peur. Ils ne choisissent ni ce qu'ils produisent, ni avec qui produire, ni comment produire, ni où produire, ni pourquoi produire. Attends, tu peux être salarié dans une coopérative. Mais même une coopérative, le problème, tu sais bien que c'est dans une coopérative, c'est instrumenté par le marché. Même les coopératives agricoles, même là, ils abolissent la voie, une voie, un homme, une voie. Même ça, c'est parti. Non, c'est fini, toutes ces formes-là sont finies. Non, il faut pas se leurrer, là. Les coopératives agricoles, mais alors tu rigoles, non? Tu rigoles complet, ça a été intégré, le système a réintégré, décomposé, et même pour faire des coopératives ouvrières, ils te créent 1000 embûches. Non, le problème il est beaucoup plus... Il y a des expériences qui existent quand même. Non, mais bon, c'est des gestions du capitalisme, c'est une autogestion du capital. C'est le capital vert, ça... Mais quoi, le problème... du capital, c'est quand même un match de progrès, je veux dire. Attends, on ne peut pas se passer du truc là. Non, mais on ne peut pas se passer. On peut faire évoluer peut-être nous doucement ce qu'on veut, mais je veux dire, la société telle qu'elle est, bon, on est tous dedans, quoi. Ouais, alors, on peut avoir des vues, mais il ne faut pas... Non, mais historiquement... Là, tu jettes tout, là. Non, mais tout, historiquement, ça n'a pas été toujours comme ça, donc ça peut disparaître. Alors ça, c'est sûr. Allô ? Ça passe toujours été comme ça. Le marché capitaliste n'a que 2850 ans. C'est vrai. Donc, dans l'espèce humaine, moi je propose une autre intentionnalité. Actuellement, c'est argent spéculatif plus argent. Je propose activité et non pas travail, puisque le travail c'est de l'argent mais tu perds du temps. Autogestion des matières premières, but, renforcement permanent de l'autonomie des individus sur tous les plans. Donc c'est deux logiques. Il y a activité, autogestion et autonomie. Et tandis que le capital, il propose argent spéculatif plus argent, la mort sociale du plus grand nombre et la destruction de la planète. Nous n'avons plus le choix, hein. Soit c'est le capital, ou soit c'est nous. Soit c'est le vivant, ou c'est la marchandise. La marchandise ou la vie. Ah, pas un choix.